Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Olivier d'Artigol. On avait appris la naissance de l'AUKUS, l'alliance entre les USA, le Royaume-Uni et l'Australie quand la France avait perdu le contrat des sous-marins australiens. Cette alliance va désormais plus loin en lançant un projet commun de missiles hypersoniques pour contrer la Russie et la Chine. Nous sommes en compagnie du général Jean-Marc Maril, général 2e section. Bonsoir mon général. Bonsoir monsieur, ravi d'être sur Sud Radio. Et un plaisir de vous avoir. Alors tout d'abord, la nouvelle est tombée ce matin ou hier soir assez tard. Qu'est-ce qu'un missile hypersonique? On en a parlé au moment de la guerre en Ukraine puisque la Russie a tiré des missiles hypersoniques sur l'Ukraine. Oui, tout à fait. En fait, il existe deux familles de ces armes hyper véloces. Vous avez des planeurs qui sont des missiles et des missiles de croisière à vitesse hypersonique. Les planeurs sont lancés à l'aide d'un moteur fusée et passent par la haute atmosphère, tandis que les seconds sont des missiles de croisière qui volent à une altitude d'une vingtaine de kilomètres, qui ont bien sûr des portées plus courtes, qui vont à une vitesse de Mach 5, c'est-à-dire un peu plus de 6000 km/h, et qui peuvent changer de trajectoire en cours de route, ce qui rend leur destruction très difficile. En fait, c'est une arme qui permet de contrer les batteries antimissiles. Philippe Bilger. Alors, mon général, pardon de vous dire que je ne connais sur les vraies voies que les missiles intellectuels. mais pour le reste, j'avoue mon ignorance dans ce domaine. Et est-ce que, pardonnez le vague et la généralité de ma question, est-ce que cette invention, cette mise en œuvre est très préoccupante pour la paix dans le monde ou pas ? Non, ça ne change pas fondamentalement les données et les équilibres internationaux. Mais ça montre que, par exemple, la Russie a une avance certaine dans un domaine technique très délicat, qu'ils ont une avance certaine sur la production et sur l'emploi de ces engins, puisqu'ils ont utilisé un missile hypersonique appelé Poignard en français, Kinjal en russe, pour détruire à 2 reprises des objectifs en Ukraine et à l'ouest de l'Ukraine. Donc ce sont des armes qui montrent la haute technologie de l'armée russe, en fait, par rapport aux Occidentaux qui, dans ce domaine-là, ont un retard certain, bien que maintenant, ce que viennent de faire les Américains avec les Anglais et les Australiens, c'est tenter de rattraper ce retard. Les Américains ont déjà mené des opérations et des tentatives d'expérimentation de ce type de missile. Ils ont commencé à le faire, ils ont eu quelques succès, mais pour l'instant, ils en sont vraiment au niveau expérimental. Françoise Degois. Je suis fasciné, en fait, général, par cette idée générale qui est en train de s'emparer de nous tous et qui s'empare, j'ai le sentiment, d'un certain nombre de nations, du réarmement. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que nous étions dans une forme de désescalade, en tout cas quelque chose qui s'était stabilisé, si ce n'est une désescalade nucléaire abandonnée par Obama, mais en tout cas lancée par Obama. Nous étions pas dans la démilitarisation, mais nous étions quand même dans l'idée qu'il fallait peut-être réduire les dépenses militaires et aller de plus en plus vers de la diplomatie de paix et vers plutôt du soft power. Et moi, je vous le dis, je suis totalement effaré, peut-être parce que je suis une femme, je ne sais pas, les femmes sont peut-être moins guerrières que les hommes. En tout cas, je suis effaré de ce nouveau climat. Et je suis effaré et je ne suis pas certaine que ça participe de la sécurité plus grande du monde, bien au contraire. Général Jean-Marc Maril. Je dirais que vous avez raison pour l'Europe. L'Europe était vraiment dans une logique de désescalade des options guerrières, de l'armement, des effectifs. Mais d'autres pays du monde ne le sont pas du tout. Et le premier pays du monde à ne pas le faire, c'est les États-Unis, puisqu'ils représentent 40% des dépenses mondiales d'armement. Et la Russie également, puisqu'on a bien vu que Poutine s'est réarmé petit à petit au fil des années, c'est ça, en fait. Oui, tout à fait. Mais si on compare les budgets, les États-Unis, c'est 40%, et la Russie, c'était 8% il y a quelques années. Pendant 5-6 ans, la Russie, c'était 8% des dépenses mondiales d'armement. À un niveau à peu près équivalent de puissance moyenne, comme la France ou l'Allemagne.
Mais je vais jusqu'au bout de ma question. Pensez-vous, la deuxième partie, pensez-vous que ces messages qui sont envoyés sur des missiles hypersoniques, nous sommes évidemment, la vélocité, c'est quelque chose qui obsède toutes les armées du monde depuis la Seconde Guerre mondiale, arrêtez-moi si je me trompe. Est-ce que vous pensez que ces messages envoyés par cette nouvelle coalition, de circonstances en tout cas, est-ce que vous pensez que ces messages participent de l'apaisement du monde? Moi, je ne le crois pas. Vous, est-ce que vous le pensez? Ah non, je partage tout à fait votre avis, madame. C'est au contraire la marque que les États-Unis sont vraiment préoccupés par le Pacifique et par leur bras de fer futur avec la Chine, et que donc l'Europe n'est pas forcément leur priorité number one, ce qui fait que vous avez un discours très offensif des Américains sur la guerre en Ukraine. Ils aident d'une façon très très financière par l'armement et par les moyens qu'ils donnent à l'Ukraine pour continuer la lutte, mais leur centre d'intérêt, c'est le Pacifique. La Chine. Olivier d'Artigol. La question pour les États-Unis est évidemment, après le retrait peu glorieux en Afghanistan, la région Indo-Pacifique. Et on voit aussi comment il y a chez eux une stratégie à travers le conflit ukrainien et russe de se positionner et de se renforcer dans un certain nombre de domaines. Et de semer la division en Europe. Donc c'est bien d'avoir une lecture, j'ai envie de dire, qui n'est pas angélique. Sur toutes ces questions-là. Le tout est de savoir vers quel monde on va. Est-ce qu'on va vers un monde de choc d'empire ? Est-ce qu'on va vers un effort vers le multilatéralisme? Est-ce que, comme l'a dit Philippe Bilger tout à l'heure, ces informations vont vers un monde de surarmement, et qu'est-ce que ça peut menacer? Comment reconstruire une paix et une sécurité collective? Là, on sent très bien qu'on est sur une ligne de crête et qu'il y a deux versants possibles. Un versant de sortie de crise, de diplomatie, de règlement des conflits, de paix et de sécurité, ou un conflit de guerre froide qui peut devenir ô combien chaude et brûlante. Général Maril. Ben, vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est que lorsque on diabolise qu'un président des États-Unis insulte le président russe, c'est quelque chose de très grave pour les négociations futures. Donc c'est un comportement très peu diplomatique qui a été adopté par les États-Unis, par Biden, qui a été démenti ou du moins qui a été rattrapé en partie par la Maison-Blanche pour tenter d'amoindrir le choc que ça représentait. Vous avez ensuite l'affirmation que les États-Unis, dans le nouvel ordre mondial, devaient diriger ce nouvel ordre mondial, qui est quand même assez surprenant aussi de la part d'un président des États-Unis. Donc toutes ces gaffes, en fait, parce que à mon avis, ce ne sont que des simples gaffes, traduisent quand même une montée en tension diplomatique et qui est inhabituelle dans les relations internationales au XXIe siècle. Donc c'est effectivement quelque chose qui risque d'aboutir à une fracture, d'autant plus que les Chinois vont se retrouver en position de force vis-à-vis de la Russie. Ils vont certainement, s'ils soutiennent la Russie, ils vont le faire certainement d'une manière assez rude pour l'économie russe, parce que les Russes n'ont plus beaucoup de choix de partenaires. La Chine a besoin de stabilité. Oui, mais je voudrais vous poser une question, mon général. Cette alliance anglo-saxonne se fait sans la France. Va-t-on devoir trouver d'autres alliés pour fabriquer ce type d'armement, ou peut-on les fabriquer tout seul? Les Français ont lancé des études sur les missiles hypersoniques, et je pense que intellectuellement on a la capacité d'avancer assez rapidement dans ce domaine-là, mais je pense que le problème reste toujours chez nous, un problème de financement. Dernière question. Oui, c'est souvent le problème. Ça coûte cher un missile hypersonique? Oui, extrêmement cher. Alors donnez-moi une ordre de prix, parce que là moi je suis toujours assez Françoise de Gois veut en commander un, donc c'est pour ça. Je sais bien en plus sur qui je vais l'envoyer d'ailleurs. Ah bon. C'est pas vous qui êtes visé, mon général. C'est tellement cher que je ne connais pas moi-même le prix, mais je sais que les recherches sont extrêmement... C'est en millions, en centaines de millions de dollars, en millions de dollars. Ah oui, certainement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, on suivra ça de près.
parce qu'il ne faudrait pas que ça rende notre dissuasion caduque. Si jamais tout le monde a des missiles hypersoniques et pas nous, et la force de frappe française, c'est quand même un des derniers vestiges de notre grandeur qui reste aujourd'hui. Notre place au Conseil de sécurité. Absolument. Les vraies voix. Merci beaucoup, général Jean-Marc Marie, général 2e section. Dans quelques instants, notre grand débat. État de droit en Hongrie. L'Europe doit-elle avoir le pouvoir de sanctionner les États? Vous êtes 90,8% à dire non. On va en débattre avec Jérôme Quiré, délégué général du Mouvement européen France.